La première idée, c'était qu'on voulait faire un jeu pour les salles, pour les LBE, qui sortent en fait du jeu de tir zombie. Il y en a des très bien, on adore ça aussi. Et on avait cette ambition d'intégrer du narratif, une vraie histoire. Et quand on parle d'histoire, on a pensé tout de suite à la grande histoire. On voulait que l'espace qui est réduit dans une salle nécessairement, même si on est en free roaming, c'est beaucoup plus grand qu'un salon, mais on voulait que cet espace colle à une réalité physique. Il y a pas mal de nos clients en fait qui invoquaient le problème de place, de restriction d'espace, de dire que parfois ils n'avaient pas des carrés bien définis dans leurs espaces, mais plutôt des rectangles et tout. Et on s'est dit, déjà, la forme de l'espace raconte une histoire. Autant sur des licences comme King Pong, on est allé à fond sur l'arcade, il faut savoir que sur Line of Fire, la volonté, c'était plus la simulation et de restituer au maximum le vécu, bon avec la vermine, la pluie, la terre en moins, le vécu des soldats poilus dans les tranchées de Verdun. À ce moment-là, on bossait en collaboration avec un réalisateur qui était basé à La Ciotat, qui s'appelait Stéphane Barbato, et qui nous avait proposé de coécrire l'expérience en se basant sur des véritables témoignages de soldats poilus de l'époque. Ce qui en faisait une expérience qui respectait un petit peu les valeurs du studio avec le body gameplay, position du corps et occupation d'un espace bien défini, sans toutefois être trop intrusif pour les utilisateurs de salle, de raconter une histoire, hein, parce que là pour le coup quand même on est sur la tragédie, mais aussi pour que ça serve de support à une personne qui a envie un petit peu de se documenter sur la guerre de 14-18, et pourquoi pas même en team building ou en sortie scolaire, faire jouer des collégiens ou des lycéens pour qu'ils se rendent compte un petit peu du quotidien horrible que vivaient les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Line of Fire est un jeu de reconstitution et c'était important pour nous d'être au plus près de faits réels, d'événements réels. On a une référence qui est incroyable, que j'ai totalement mangée, que j'aurais pu dire c'est un film qui a été fait sur une partie de foot dans les tranchées, et vraiment Stéphane Barbato, du coup notre directeur créatif sur la licence, qui a travaillé avec notre président Nicolas Romain, s'est inspiré du coup de ce film et d'éléments assez marquants au niveau de la vie justement des poilus pour pouvoir retranscrire les événements avec des choses qui sont assez fortes, comme avec des explosions, des chevaux qui terminent dans les arbres, morts évidemment. Et on a essayé vraiment de récupérer, on va dire, cette vision, de la mettre en VR et d'apporter cette intensité. Pour la musique de l'off, du coup on s'est pas mal inspiré de la demande, la grosse demande. C'était toujours en Hans Zimmer, voilà, donc dans les films de Nolan. Bon, ça après c'est un peu inévitable parce que c'est une grande inspiration des musiques orchestrales, quoi. La DA en fait, sur ce jeu-là, elle a pas mal évolué. On voulait une ambiance assez sombre quand même par rapport à la violence, tout ça. Il y a des choses qu'on a atténuées. J'étais quand même un peu hardcore en vrai, donc il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre. On a fait des choix, ou alors on a mis des choses assez dures, mais on les a mis en fond. On a un tout petit peu censuré, adouci en fait certaines parties violentes de la Première Guerre mondiale. Un truc qui a été super important en fait, c'était le style graphique du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette volonté d'avoir dans le décor quelque chose d'assez réaliste. Et les personnages, par contre, eux, étaient stylisés. Moi, je me suis occupé de faire la modélisation 3D des personnages, et du coup, on avait une vraie demande du DA de styliser les shapes, d'avoir vraiment un côté semi-cartoon presque en fait. Un truc comme on pourrait voir dans Overwatch ou ce genre de... Bon, peut-être pas à ce point-là, mais il y avait un truc inspiré de ça. Ouais. On s'est beaucoup inspiré de films en fait. C'est un jeu qui est très inspiré du cinéma. Donc il y a eu plusieurs films qui nous ont inspirés. On n'avait peut-être pas tous les mêmes références, mais je pense moi personnellement, j'avais pas mal été inspiré par Dunkerque de Nolan. Il y a eu 1917 aussi, qui était pas mal inspirant. Puis en plus, c'était la même guerre, quoi. C'est la Première Guerre mondiale. Pour faire que ce soit les costumes, les personnages, le char, les armes. À chaque fois, on a checké sur Internet, on a fait en sorte d'avoir les bonnes références, d'avoir
des choses cohérentes avec l'époque. Dans l'off, on n'a pas eu de réelles difficultés bloquantes au niveau du design, en tout cas du game design, de difficultés bloquantes. La contrainte que j'ai eue, la plus grosse contrainte que j'ai eue, c'était de garder un côté historique, parce que Line of Fire, un jeu de Première Guerre mondiale, fallait garder un contexte historique assez fort. Et en étant fan d'histoire, je voulais pas commencer à partir sur les dérives à droite, à gauche. Je voulais vraiment qu'on soit le plus proche de l'histoire possible et raconter ce que les Polus vivaient. Donc le principe était d'arriver à mélanger l'histoire et en même temps le game design. Donc il y a eu pas mal de défis à ce niveau-là. On a dû prendre des petites libertés. C'est pour ça qu'on est de l'inspiration historique. Par exemple, à Verdun, il n'y avait pas de char et là on a mis un char en tant que boss. On l'a expliqué parce qu'il y a eu des prototypes qui s'étaient faits à l'époque. Donc il y avait toujours un raccord entre l'histoire et le game design. Et quand on regarde mon game design, d'ailleurs, il y a des grosses parties de texte qui parlent vraiment de la vie de l'époque, pourquoi on a pris cette arme-là, pourquoi le pistolet c'est un pistolet allemand, pourquoi il y a le char justement, quelles sont les faiblesses du char, etc., etc. Le tir, par exemple, à l'époque, le fusil à verrou qu'on utilise, on devait vraiment armer le fusil, tirer vers nous, mettre une balle à l'intérieur et réenclencher. Et tout ce geste-là, ça prend du temps, ça prend quelques secondes. Et au début, on s'est dit, on va coller à la réalité. On va tenter de refaire un mouvement qui est assez réaliste et qui prend le temps. On voit bien la force qu'on doit mettre pour faire le fusil. Alors, c'est pas le joueur qui devait faire tout le geste, mais il y avait une animation prédéfinie qui devait le faire. Et le problème, c'est que le temps que l'animation se fasse, vitesse réaliste, c'était long et on pouvait pas tirer à la chaîne. Et on s'est dit, ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faut réduire, il faut dynamiser un peu le jeu, on va laisser un peu le côté historique, on va mettre l'arme, on a le même geste, sauf que cette fois au lieu de devoir charger la douille par douille, vraiment l'action sera un peu plus bourrine, mais en tout cas ce sera exactement le même geste. C'est juste qu'on a augmenté les vitesses pour avoir un compromis histoire-gameplay. Le fait d'être à 4 joueurs dans une seule tranchée, sans avoir un niveau où on peut vraiment naviguer à l'intérieur, on peut pas passer de salle en salle, on peut pas se prendre des chemins différents pour contrôler, pour arriver à un point A à un point B. On a dû faire en sorte que la coopération se fasse sur les quelques mètres carrés en fait que partagent les joueurs. Pour ça, on est parti du principe que déjà, on va faire des vagues d'ennemis qui arrivent de l'avant et de l'arrière. Le gros avantage, c'est qu'on raconte une histoire à Verdun qui a vraiment existé, où les Allemands ont attaqué les tranchées de face et ont aussi contourné les Français, les quelques résistants français encore dans les tranchées, par l'arrière. Ça fait que les joueurs devaient faire des équipes, se mettre d'un côté pour repousser les Allemands et de les repousser aussi des lignes arrière. Donc il y a déjà une répartition des rôles en tant que moi je protège devant, moi je protège derrière, et on se couvre et on s'appelle pour savoir où est-ce qu'il faut tirer, où est-ce qu'il faut mettre les forces. Concernant Line of Fire et la TIC, c'est vrai qu'on a eu précédemment notre expérience sur Mutation, qui était vraiment une expérience qui avait été designée et dimensionnée du coup pour du free roaming. Free roaming qui est des déplacements du coup dans des grands espaces en VR. Sur Mutation, c'était du 10 par 10. Là actuellement sur Line of Fire, on est sur du 2,5 de large, sur du 9 mètres de long, et après avec des zones adaptables. Donc on va au maximum au 9 mètres et au minimum au 4 mètres 50, ce qui permet de pouvoir distribuer notre jeu dans pas mal de salles et pas mal de formats différents, donc c'est plutôt chouette. Et sur Mutation, nous avions mis en place pas mal d'effets haptiques, de la vibration, des souffleries, des coups de blast, donc de l'air sous pression. On avait mis pas mal de choses en place et on pense vraiment à chaque fois à nos expériences avec le body gameplay, donc le gameplay par le corps, et surtout comment on peut renforcer ces idées d'immersion un petit peu comme au cinéma avec la 4DX. Donc là de base on a pensé le jeu en plusieurs zones. Vous avez du coup pendant le jeu des pilonnages de tranchées. Donc vous avez des gros avions qui arrivent et qui vont mitrailler la tranchée. Ça va forcer le joueur du coup à se déplacer d'un côté ou de l'autre de la tranchée. Et de base, on a pensé le jeu pour qu'à chaque coup de bombardement, il y ait des vibrations. Et déjà, premier élément, les vibrations. Pareil, vibrations évidemment avec des gilets haptiques qu'on peut porter à chaque fois qu'on se prend des coups, devant, derrière. Donc on essaye de mettre pas mal d'effets en place en reprenant nos expériences passées qu'on a pu avoir sur Mutation ou sur Sky Racer aussi, qui était un jeu de course avec un siège haptique où aussi on avait mis des vibrations et des souffleries. On récupère cette expérience, on récupère surtout les effets qu'on sait qui fonctionnent avec peu de coûts pour l'exploitant et peu de coûts au niveau des informations qu'on envoie pour pouvoir essayer de faire une expérience encore plus immersive.
Alors l'off en 3 mots. Bah, le premier ce serait dos à dos. C'est cette idée d'être avec un camarade dans le combat et d'être de devoir surveiller ses arrières, d'être vraiment dos à dos. Donc c'est cette idée de la fraternité comme mot-clé. Deuxième mot-clé, je dirais que c'est l'immersion. Donc c'est le rapport à la désolation de la guerre et à ce sentiment que tout se délite et que le monde est en train de s'écrouler en fait. Et le troisième, c'est survie. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment que les joueurs, quand ils aient fini la partie, ils aient l'impression d'être des survivants. La guerre, coopération, fondamentale, pour absolument tout. Et histoire, parce qu'il faut jamais oublier. Le premier, je pense que ça serait cinématographique du coup. Épique aussi, je dirais. Et le troisième mot qui est un peu moins cool, ça serait viser. Parce que c'est un jeu où tu vises. Voilà. Contre mot, Line of Fire. Du coup, les 3 mots, pour moi, ça va être « Nous sommes des ombres ». Mais oui, je triche. Mais nous sommes des ombres.